Madame, Messieurs, bonjour et merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre plateau citoyen 10-12 le Zénith. On a les yeux tournés vers le Sénégal ce matin avec l'attente des résultats du premier tour. On va dire que actuellement la majorité, le camp présidentiel annonce sa victoire dès le premier tour, mais l'opposition dit niet puisque Idrissa Seck, accompagné de Ousmane Sonko, estime qu'ils sont donc qualifiés pour le second tour et que d'ici jeudi prochain au plus tôt nous aurons les résultats de la commission électorale au Sénégal. On pense également au Nigeria tout à côté de nous avec évidemment les premières tendances qui commencent à tomber entre Muhammadu Buhari qui a gagné et qui est en tête des 5 premiers États et bien sûr suivi de très près par l'opposant Atiku Abubakar. On pense aussi ce matin au Gabon, nos frères gabonais, et le retour hier à Libreville de Ali Bongo, lui qui suivait depuis quelques semaines déjà une convalescence due à un AVC contracté le 24 octobre dernier alors qu'il était en visite en Arabie Saoudite, lui évidemment qui a nourri tous les commentaires dans son pays. Voilà qu'il est de retour encore plus sur pied qu'avant puisque cette fois il n'y a pas de fauteuil roulant, cette fois il n'y a pas de soutien, il s'est mis debout, il a reçu des personnalités donc du Gabon hier à son retour à Libreville au Gabon, lui qui était au Maroc, ça vous le savez. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous. Le plateau républicain est en place comme chaque matin. Nous sommes le mardi 26 février 2019 et tout le monde est là ce matin. Bonjour à vous, Monsieur Bachou Chalamel. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à la communauté urbaine avec à sa tête le délégué. Monsieur Eric Fopoussi, voici un projet de rénovation du marché New Dedo. C'est là, si on peut zoomer. Le drame, c'est que c'est des circulaires qui vont de boutique en boutique, Monsieur Eric Fopoussi. On copte des commerçants. Les commerçants ne sont pas associés à ce projet de rénovation du marché New Dedo. Oui. Guide d'entretien. En bas, on peut lire rapport avec le personnel du marché. Ça a quoi à voir avec le projet de rénovation. Monsieur de Fopoussi, opinion sur le projet. Ce qui est opinion, dans notre chapitre, opinion. Ce qui est intéressant, c'est avez-vous connaissance du projet de rénovation du marché? Deuxième, que certaines personnes disent que le moment est mal indiqué pour le lancement des travaux. Quel est votre avis? Voilà des commerçants qui ne sont pas renseignés, à qui on remet en disant non, et cliquez là-dessus, cela va vous permettre qu'on vous donne des bonnes boutiques à la fin. Bien sûr. Voilà des projets, on dit projet de rénovation, monsieur le possible, mais le personnel, les commerçants ne sont pas associés à cela. Qui veut rénover? Était-ce la communauté urbaine? Était-ce un individu? Vraiment, j'ai bien peur. J'espère que ce qui commence avec les marchés là n'arrivera pas à nous d'aider. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça confirme ce qu'on relevait ici hier sur ce plateau suite à l'étude de ce sujet lié à l'incendie du marché Congo avec les listes qui commençaient à se faire sentir. 3 listes déjà pour les commerçants qui disent être sinistrés. Et on voit bien qu'au marché New Dedo, l'enjeu reste le même, c'est de pouvoir faire main basse sur les meilleures boutiques. Les meilleures boutiques donc à des meilleurs prix avec, comme vous le savez, des relations de copinage. Recasser. Ils veulent casser. Bien sûr, bien sûr. Mais subtilement, n'ayant pas de mobile, oui. Il faut prendre pour les commerçants naïfs. Voilà. Vous les faire cocher que non, c'est bon pour vous, coche ici, coche ici, coche ici. Dans certaines boutiques, il y a des mamans qui disent que non, aidez-moi à cocher, je ne connais pas. Oui. On coche, ça ne passe pas par le système. On a décapité le système du marché. Ils vont collecter, aller. Quand vous allez vouloir vous plaindre, on va dire que non, les commerçants eux-mêmes ont signé. Signé quoi? Voilà. En tout cas, on va dénoncer cet état de fait au marché New Dedo ce matin au cœur du plateau citoyen 10-12 le Zénith. Chalamel Bachou qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de la colère. Vous serez au rendez-vous, nous espérons. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour spécial aux dirigeants de la FECAFOOT.
Oui, qui risquent voir résilier leur contrat avec Puma ou encore qui risquent de ne pas être renouvelé de toutes les façons. On pourra en savoir plus dans les prochains jours. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va s'intéresser à ce pasteur congolais qui débarque dans un hôpital en Afrique du Sud et se met à opérer des miracles. Il va même jusqu'à ressusciter un mort. En tout cas, on va bien détailler dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et puis, on va aussi parler de Jerry John Rawlings, ex-président ghanéen qui a décidé, qui est sorti de son véhicule pour réguler une circulation qui était chaotique, causée par des embouteillages. Donc, le rendez-vous est pris à 11h05, madame, messieurs, pour cette revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Et je dirais, à quoi sert l'Académie nationale de football? Vous me diriez, pour l'encadrement des jeunes talents. Et je vous dirais non, ou alors pas encore. Les pensionnaires, les nouveaux pensionnaires de cette académie ont été présentés officiellement en décembre 2018, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'entraîner véritablement. Et surtout, ils sont toujours en régime externe. Ils ne sont toujours pas logés. Voilà à quoi sert en Afrique. Et aujourd'hui, les pensionnaires, ils ont payé, mais on n'a pas un lieu d'encadrement nécessaire pour les futurs footballeurs. Merci. Ok, merci. On va donc très bien dire bonjour ce matin à Carleno Ngachou, mais également à Issa Yatou, qui sont donc dévolus à cette tâche. Merci infiniment. Madame, Monsieur, on va démarrer l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour avec Tendance Queugné, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas toujours très bien de mon côté ces derniers temps. Monsieur Eric Fopossi Negou. Une femme au quartier Emana à Yaoundé en larmes. Elle vit à Yaoundé, quartier Emana. C'est une femme qui dit que le mariage la dépasse déjà. Au moins cette fois, elle dit que ça la dépasse. Elle dit que je ne sais pas comment certaines femmes supportent de rester dans leur foyer. Elle seule, elle a 5 enfants. Seulement. Elle a 5 enfants. Femme au foyer. D'autres mamans en ont 11. Femme au foyer, avant elle travaillait, mais le mariage, bref, l'accouchement, le mariage a fait en sorte qu'elle laisse le boulot. C'est même monsieur qui avait dit, papa, c'est toi qui avais dit à ton épouse de laisser le boulot et de gérer son foyer. Au nom de l'amour, elle a fait, c'est ce qu'elle a fait. Mais depuis un bon bout de temps, elle ne s'en sort plus. Elle a dit que c'est une doléance. Que papa, c'est une doléance. S'il te plaît, mon époux, je n'arrive plus à joindre les deux bouts. J'ai les tout petits. L'aîné a 8 ans. Celui qui suit l'aîné a 5 ans. Si elle commence à donner les âges, là, ça va remplir la liste du bac. Parce qu'elle a encore une autre nouvelle en main, l'enfant qui a 2 mois en main. Elle ne s'en sort pas. Elle dit que le matin, il faut laisser les tout petits à l'école. L'aîné même ne s'en sort aussi avec ses petits frères et sœurs. Et le bébé qu'elle a en main, elle aussi ne s'en sort pas. Elle a dit qu'elle voulait une ménagère. Monsieur a dit nada. Tu vas t'organiser pour pouvoir t'occuper de la maison. Mais si je te dis que mon argent va sortir pour te chercher une ménagère, c'est que je ne t'aime pas. Tu es à la maison, tu ne travailles pas. Ne me dis pas que 5 enfants vont te dépasser à leur regarder. Tu ne peux pas me dire que 5 enfants vont te dépasser à gérer. Ma mère avait 12, elle n'avait pas fait les jumeaux. Voilà. Elle nous a nourri les 12, mes frères et moi. Pour 5 enfants, il me faut chercher une ménagère, madame. Avec moi, ça ne passe pas. Ce que j'attends de toi, c'est de t'organiser. Et puis c'est tout. Elle dit qu'elle travaille. Le premier enfant, quel âge? 8 ans. Deuxième à 5 ans. Elle a encore les autres. Il y a aussi les tout petits aussi qui font la maternelle. Le dernier enfant de 5 ans, c'est lui qui prend encore le lait maternel. C'est lui qui a 5 mois, le dernier. Le dernier enfant de 2 mois. C'est l'enfant là qui prend, l'enfant la tête encore. Cet homme est prolifique. Donc papa, Eric ne rit pas. Oh, parce que les mots, elle dit qu'elle se sent... Non, pas que je ris pour me moquer de lui. Je ris parce que je suis surpris
par sa fécondité, par sa fertilité, par sa vitalité, par sa vivacité. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit qu'ils étaient 11 à leur mère. Oui. Les mères n'avaient jamais demandé une ménagère. Pourquoi aujourd'hui son épouse va venir demander la ménagère en disant qu'elle ne s'en sort pas? Que concernant la ménagère chez lui, ça ne passe pas. Que ici, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Où tu es femme au foyer, ou tu n'es pas femme au foyer. Donc, elle a besoin des conseils des téléspectateurs. Est-ce qu'au nom de l'amour, monsieur ne peut pas chercher une ménagère pour madame? Parce qu'elle a 5 enfants, ce n'est pas du chocolat. Est-ce que madame aussi, au nom de l'amour, elle ne peut pas s'organiser à faire tout seul? Ou encore, est-ce qu'au nom de l'amour, monsieur ne peut pas aussi aider madame dans les tâches? Il aide déjà madame, il donne l'argent. Non, je dis l'aider dans le sens où elle peut mal acheter la nourriture, il prépare. Soit où le matin, il part prêter les enfants, il les dépose à l'école, il part les chercher à midi. Il aide madame à laver les habits, pourquoi pas? Pour un homme vrai. Comment est-ce qu'on gère cette situation, si c'est vous là? Mettez-vous à la place de cette femme qui pleure au quartier Emana, qui se sent frustrée, elle dit qu'elle se sent femme. Elle a 32 ans. Mais elle est enfant une femme unique. de 30. Non, elle n'est pas unique. Non, mais si elle a été élevée avec ses frères et sœurs, elle doit savoir comment sa maman s'organise. Elle m'a envoyé ses photos sur WhatsApp. Si tu vois ses photos avant et après, à l'heure que vous dites, elle a fané. Moi qui suis sa grande sœur de très loin, elle pouvait me la coucher là. Je ne te manque pas, quand tu me vois avec elle. Tu crois que tu crois que c'est ma mère? Parce qu'elle a fané, elle dit que c'est parce qu'elle travaille trop, elle ne prend même plus soin d'elle, elle n'a plus le temps de prendre soin d'elle-même. Parce que les enfants la dérangent. C'est une fausse excuse. Hein? Les femmes ont des fausses excuses, mon Dieu. Quand elle n'arrive même plus à prendre, que maman, tu vois mes photos, est-ce que j'arrive encore à prendre soin? Non, arrêtez quand même. Oh là là. Une fille de 32 ans qui est là comme une maman de 56 ans. D'accord. Maman. Pardon, libérez vos épouses. Eric, tu peux encore causer avec les non, mais d'abord, première précision à faire. Hein, c'est une fausse excuse que de mettre son entretien sur le dos des tâches à la maison. Il y a des femmes qui s'occupent, qui font tellement de tâches difficiles, mais qui s'arrangent à rester tout à fait coquettes, tout à fait bien pour leur époux. Donc arrêtons d'avoir cette fausse excuse. Alors moi je voudrais juste rappeler clairement la question des ménagères que nous prenons pour les tâches domestiques à la maison. Est-ce que ça relève, d'ailleurs on va questionner ici les raisons, les motivations, les conditions dans lesquelles certaines personnes donc décident d'opérer ce choix d'employer des domestiques. Alors première chose, est-ce que ça traite au niveau de vie? On va bien voir que généralement lorsqu'on est dans la classe moyenne ou la classe supérieure, on a souvent tendance à le faire, à prendre une ménagère pour, je ne sais pas, gérer les tâches domestiques. Est-ce que cela se fait parce que c'est imposé et qu'on est obligé de le faire, ou parce qu'on veut bien montrer qu'on est de la haute classe et que voilà, il faut un peu le faire par mimétisme parce qu'on voit d'autres personnes le faire. Ou par contre, on va voir aussi que dans certaines familles, il y a des parents qui aisés, nantis, qui ont de l'argent, mais qui opèrent différemment et qui estiment que les domestiques vont être une entrave à l'éducation des enfants dans les tâches qu'ils voudraient, parce qu'eux aussi, ayant grandi dans un environnement où les enfants s'occupaient des tâches de la maison, où la femme était vraiment consacrée à cela, ils estiment que pour continuer à construire cet équilibre familial, il est important de ne pas avoir de ménagère ni de domestique. On ne peut pas non plus avoir quelques réserves et insuffisances à cela pour dire qu'il y a aujourd'hui quand même des femmes de plus en plus qui travaillent, qui font un travail qui les occupe toute la journée et qu'au final, il faut trouver ces tâches domestiques-là et les consacrer donc à d'autres personnes moyennant une rémunération. Donc c'est une donnée qu'on ne peut pas laisser passer sur ce plateau ce matin. Alors je commence par vous, Charles Amel Bachou, comme d'ailleurs hier, parce que cette semaine je commence beaucoup par vous. Alors cette femme qui avoue, on est clairement dans un champ de bataille où l'un des belligérants lève les mains en l'air et dit voilà, je ne peux plus, j'ai été vaincu. C'est l'image que cette femme renvoie d'une femme qui a perdu. Monsieur Eric Fopoussi, elle a jeté la serviette et je dirais une seule chose, que son mari prenne les décisions qu'il faut la mettre de côté et prendre une femme qui sera apte. Non, mais elle a jeté la serviette en boxe.
En boxe, lorsque vous jetez la serviette au tapis, ça veut dire vous ne pouvez plus. Aussitôt, il faut qu'on pense, trouver quelqu'un d'autre qui va être apte à pouvoir remplacer. Monsieur Eric Fopoussi, si cette femme fait un tour dans le village Tanz, c'est un village particulier, elle va se rendre compte que les femmes sortent de domicile après avoir rempli leur devoir conjugal. Elles sortent de la maison à 5h30, elles vont au champ, elles reviennent du champ à 11h45, 12h, elles entrent à la cuisine, elles sortent de la cuisine aux alentours de 13h, 14h, elles commencent à faire la poterie. C'est un village où seules les femmes tiennent la poterie, c'est un village de potières, monsieur Eric Fopoussi. C'est un village dont la particularité, c'est les femmes qui font la poterie. Après avoir rempli leur devoir conjugal, être allées au champ, revenir du champ, cuisiner, elles vont faire la poterie. Et Dieu seul sait que la poterie demande beaucoup de choses. Il faut descendre la colline pour aller ramasser l'argile, revenir avec l'argile, pétrir l'argile avec les pieds, piétiner après avoir marché sur 6-7 km, tourner, donner la forme, moduler, allumer le feu, faire cuire. Monsieur, il faut possible. Cette femme pouvait abandonner, mais ça existe depuis un demi-siècle. Donc ça, c'est le premier point. Depuis 5 ans. Le deuxième point, oui. Deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, c'est que cette femme doit trouver le courage de dire à son mari, en plus de la paresse qui m'anime, parce que je suis paresseuse, je cherche comment aménager un espace pour deux activités importantes de ma vie, WhatsApp et Facebook. Parce que ça, on n'a pas inclus dans les journées des femmes. Hein. Ça a une place prépondérante, monsieur Fopoussi. Ça occupe. WhatsApp et Facebook, oui. Ça occupe vraiment. Oui, monsieur Fopoussi. Il y a des femmes qui sont dans 30 groupes. Hein. Groupe des mèches brésiliennes, groupe des mèches péruviennes, groupe des chaussures, des spadrinos, c'est quoi. Elles ont des groupes. Hormis des groupes de Congossa. Querelle Congossa, querelle Gagnaga, querelle ceci, querelle cela. Elles ont des groupes. Donc, monsieur Eric Fopoussi. Est-ce que ça prend du temps, ça monsieur Eric Fopoussi, vous me surprenez quand vous le dites. Hein. Pendant qu'elle est là, monsieur, ça fait un cling, elle laisse comme ça. Elle prend qui envoyé. Voilà un geste que je vous montre. J'ai dit, elle lave, ça fait un cling, elle fait comme ça. Elle prend le téléphone. Elle dit, qui a envoyé? Tu crois que quoi? Voilà ça. Elle commande. Là, c'est combien de minutes qui partent là, monsieur Fopoussi? C'est combien de minutes? Jusqu'à ce que la personne dit, ok, bye ma pupuce. Elle met oui, ma pupuce, elle dépose. Elle revient aux amis. Un autre cling vient, elle s'abandonne. C'est ça. Voilà là où on est perdu aujourd'hui, monsieur Fopoussi. Oui. Donc, en plus d'aménager le programme des femmes, il faut aménager le programme de WhatsApp et Facebook. D'accord. Ça veut dire, dans le time, vous voulez dire que bon, à quel moment tu es sur WhatsApp, à quel moment tu es sur Facebook. Parce que ça prend la femme. Ça prend la Elle me regarde là, elles sont même en train de m'engueuler là, en regardant, mais c'est la vérité. Autre chose, monsieur, il faut aussi. Nous avons les femmes qui vont au marché à 7h30, qui reviennent du marché à 8h45, qui posent la mamite à 9h pour arriver à 17h. Des femmes d'une lenteur exceptionnelle. Parfois, vous arrivez chez vous à 13h, on dit que la nourriture est encore au feu. Or, elle est censée connaître les heures d'arrivée de son mari. Donc, c'est une question d'organisation. Il y a un jour, la cuisine dans tous les ménages moyens, la cuisine se fait tous les 2 jours. On prépare lundi, on entre à la cuisine mercredi. On rentre à la cuisine vendredi. Parce que la nourriture, c'est 2 jours. Le nettoyage de la maison se fait tous les 3 jours. Le grand, c'est vendredi, où on nettoie toute la maison vendredi. Samedi, dimanche, on balaie, on essuie. Ce n'est pas grand comme le vendredi, peut-être le lundi ou le mardi. Donc, c'est tout, on se fait tous les 3 jours le nettoyage général. La lessive, il y a un seul jour. Pour la lessive, dans la maison, monsieur, il faut possible. Un seul jour. Soit c'est le vendredi, soit c'est le samedi matin. Non, mais avec un nouveau-né, les données changent. Hein, Je parle de la lessive. Moi, oui, ça, mais la lessive. On ne peut pas payer ça la lessive, monsieur, il faut possible. Encore que c'est les couches jetables. Elle lave quoi? C'est les couches jetables, monsieur, il faut possible. 1, 2, 3, c'est acheté. On va dire ça quand même. Monsieur, il y a beaucoup de choses. Je vous prends la moyenne. Non, mais il y a beaucoup de choses. Je vous prends la moyenne, il y a que dans mon village où les femmes sont encore attachées aux valeurs traditionnelles en utilisant les couches carrées rectangulaires, monsieur, il faut possible. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, ces couches jetables, on vous l'impose. Ça, on vous l'impose. Parce que lorsque tu arrives, tu vois le nouveau-né, tu dis, mais qu'est-ce qui est gros? Non, c'est la couche jetable qu'on a déjà mis. Donc, comment ça te dit que prépare-toi en plus du lait à payer les couches jetables? Donc, ça fait partie du quotidien, c'est pas un problème. Et un jour de passage, c'est le dimanche, monsieur, il faut possible. Oui. Alors, elle va nous dire qu'elle est stressée. Comment? Elle est stressée à quel niveau, monsieur Eric Fopoussi? Qu'est-ce qui peut l'abîmer?
Je veux bien savoir. Parce qu'encore là, elle trouve le temps pour concevoir, monsieur Rifoposi. Elle trouve le temps pour concevoir. Ça veut dire qu'elle a le temps, monsieur Rifoposi. Elle a du temps pour pouvoir participer au rituel de l'enfantement. Donc, il faut dire que cette femme est tout simplement paresseuse et qu'elle veut dire à son mari, écoute chérie, je suis en train d'aménager un temps pour WhatsApp et Facebook. Un temps pour les séries télévisées. Oui, voilà, les séries télévisées, oui. les causeries et les balades. Donc voilà ça. Et c'est ça qui fait les problèmes dans les ménages. Donc voilà, elle n'est aucunement dépassée. Non, ça, c'est ou bien c'est la paresse. Alors Karine Sontia, on va également vous écouter sur l'histoire de ce matin. Qu'est-ce que vous dites? Moi, je vais m'intéresser aux enfants. Il y a un enfant de 8 ans. Et on sait dans nos ménages qu'à 8 ans, l'enfant est capable de nous faire ne serait-ce que la vaisselle. C'est-à-dire laver les assiettes, ranger avant d'aller à l'école ou faire le petit ménage, c'est-à-dire balayer, laver le sol avant d'aller à l'école. Moi, je veux savoir comment est-ce qu'elle a fait grandir ses enfants. Parce que même dans nos maisons, à 5 ans, l'enfant lui-même veut toucher à tout. Voilà. Comment est-ce qu'elle fait avec ses enfants? Parce que moi, je me souviens quand même qu'on a tous des familles nombreuses. Nous avons toutes des familles nombreuses. C'est peut-être dans la génération de la nôtre qu'on essaye de réduire les familles. Mais chacun d'entre nous vient d'une famille nombreuse. Ça veut dire que les parents avaient une certaine manière de fonctionner avec leurs enfants. Moi, je veux bien savoir comment est-ce qu'elle a organisé ses enfants, à quelle heure est-ce qu'ils se lèvent, comment est-ce qu'elle prépare ses enfants pour l'école. 2 ans, 3 ans, ceux qui sont à la maternelle, ça se comprend. C'est normal que ça prenne du temps. Mais est-ce que ceux de 5 ans, 8 ans et autres ont une activité qui leur permet d'être utile avant d'aller à l'école? C'est comme ça qu'on apprend l'enfant à se responsabiliser, à utiliser ses mains pour travailler. Parce que si chaque fois vous dites que c'est moi qui lave les assiettes, c'est moi qui fais ceci, il se lave, il part à l'école, il n'aura pas la sensation d'être utile à la société. Son travail, c'est aller à l'école, mais ça ne va pas lui donner à manger forcément. Il faudra bien qu'il utilise ses mains. Et c'est dans ce côté-là que les mamans de nos jours oublient l'importance même d'apprendre aux enfants les tâches ménagères. Parce que si ces enfants pouvaient ne serait-ce que faire ces 2 activités, elle se retrouverait à apprêter seulement les enfants. Peut-être demander à son mari, est-ce que tu peux les accompagner à l'école puisque tu sors avec eux le matin. Et là, elle s'arrange maintenant à ce que celui qui est à la maison, le tout petit, 8h, 8h30 normalement, on n'est plus à laver l'enfant, on n'est plus à laver le nouveau-né, on a déjà fini, on n'est plus dessus, on se prépare maintenant à ranger la maison et le reste. Donc, je ne sais pas trop comment elle organise son temps, mais elle aurait pu déjà avec un enfant de 8 ans et l'autre de 5 ans, arranger son temps et être mieux pour mieux vivre. Alors, mais Karine Sontia, à partir de quel moment la revendication ou le besoin d'avoir une ménagère chez soi devient pertinent? Ça devient pertinent lorsque la femme même commence à avoir une activité qui prend beaucoup de temps. C'est-à-dire quoi? On a des mamans qui se lèvent à 5 heures et vont par exemple au marché et autres. Mais jusque-là, celles qui vont au marché, quand elles rentrent du marché, elles rentrent avec sa nourriture et elles préparent avant 18 heures. Maintenant, dans une autre situation, elle peut travailler, elle peut avoir des activités comme secrétaire, responsable de direction, ainsi de suite. Là, elle aura besoin peut-être d'une ménagère pour tenir sa maison lorsqu'elle n'est pas là. Mais là encore, il y a toujours une manière de s'organiser pour pouvoir laisser sa maison propre. Parce qu'il y a des hommes qui sont capables de rentrer chez eux, attendre que la femme fasse la cuisine de 19h, 20h, 21h là. Elle descend dans la cuisine, ils mangent avant de dormir. Donc, ça dépend de comment on s'organise. Donc, la ménagère devient... Tu ne peux pas être à la maison, t'asseoir, tu n'as pas une activité, juste les enfants qui t'occupent et tu cherches une ménagère. Ça serait être en conflit permanent avec une autre femme comme toi dans la même maison. C'est compliqué. Je suis un peu désolé que Karine Sontia tienne ce langage parce qu'on sait qu'aujourd'hui au marché, il suffit de vous acheter les plantains là, on épluche là, on vous sert. Vous achetez le poisson là, on écaille là devant vous. Il y a des femmes qui n'aiment pas ça. On écaille là, devant vous, vous supervisez le principe qu'on écaille, vous redécoupez, vous rentrez, vous me faites bouillir de l'eau pour laver. Vous achetez les pommes, on pèle les pommes là, on vous le sert à l'immédiat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette facilité. Le téléphone, les occidentalisés venus régler cette situation. Il y a des femmes qui ont des assauts. Elles prestent depuis le bureau, elles disent, bon, tu me payes les tomates, tu composes comme d'habitude, avec les épices, viande et tout, tu appelles les pommes, tu appelles ça. Quand elles sont, elles viennent seulement récupérer le sac. Elle connaît le montant qu'elle va donner, elle récupère pour l'entrée. Donc, on a tellement facilité qu'aujourd'hui, la femme n'a plus besoin, monsieur, il faut pousser. Moi, je m'attendais à ce que son Karine Sontia nous dise que, mais attendez, c'est que quand la femme est malade,
Et la femme peut être malade. On peut détecter une hypertension, on peut détecter un diabète à la femme. La femme peut avoir une maladie sérieuse qui endommage, qui ne permet plus à la femme d'être à 100%. Dans ce cas-là, on prend quelqu'un de la famille, pas vraiment ma une mère ménagère. s'est occupée de 7, nous sommes 7 à notre maman. Ma maman s'est occupée de 7 enfants. En plus de ceci, qu'elle était enseignante, en pleine fonction, elle était enseignante. Et elle dispensait les cours. C'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, les gens dispensent les cours. Elle dispensait et elle s'occupait de nous. Le soir, avant de dormir, la maman faisait les beignets. Elle nous faisait les beignets de maïs. Le matin, elle se levait à 5, elle faisait la bouillie. Monsieur Eric Fopoussi, elle contenait dans le thermos. Elle faisait la bouillie le matin. Donc chacun savait qu'il entre dans la cuisine, il a droit à ses 6 beignets et son bol de bouillie, il consomme. Et monsieur, vous vous mettez en position d'aller de départ. C'est l'organisation, monsieur Eric Fopoussi. D'accord, très bien. Alors, bon, Bengan, alors, il se trouve qu'il est possible qu'on nous fasse un procès ce matin, c'est-à-dire la sous-estimation des tâches de ménage. Il nous a été souvent soumis sur ce plateau des cas où il y a une employée qui arrive en retard au boulot et son patron lui crie tous les jours dessus pour ses retards répétés, et elle dit non, le matin je dois apprêter l'enfant, je dois l'amener à l'école, je dois faire ci, ce qui empêche que je sois donc à l'heure au boulot. Est-ce qu'on est dans un système où on est dans la sous-estimation des tâches ménagères et qu'on ne puisse pas comprendre que cette femme soit dépassée par les tâches de la maison? Non, pas du tout. Oui. La difficulté, c'est que lorsqu'une femme a obtenu son master, son DEA, son MBA entier, elle pense qu'elle sait tout. Et vous avez prononcé une expression là. En fait, c'est cette expression qui fait problème. Oui. Vous avez parlé de la qualité de la vie, du niveau de vie. Niveau de vie. Et justement, niveau de vie renvoie au phénomène de courtisans, de coursiers et même d'esclaves. Ça, c'est un vocable occidental. Oui. Bien. Or, c'est différent de ce qui se passe en Afrique où on parle de qualité de la vie. Sontia énoncé là tout à l'heure. Quand une femme allait en mariage, qu'est-ce qui se passait? Vous vous faisiez accompagner d'une de vos sœurs. Ou alors, là où vous allez en mariage, votre frère, votre mari a sûrement une petite sœur qui est là, ou quelqu'un de la famille qui vous assiste. Voilà, c'est précisément parce qu'on n'a jamais sous-estimé les travaux domestiques et précisément parce qu'on tenait à la qualité de la vie. On disait, la femme, on l'épouse parce qu'elle doit ressembler à sa maman. Elle a ceci. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette enquête préliminaire. Tu veux épouser qui? Elle sort d'où? Donc quand vous venez... Comment est sa mère? Comment est sa mère? Quand vous venez, donc on sait que au bout d'un an, vous devez concevoir, vous devez être enceinte de toutes les manières. Donc quand celle-ci, elle a la chance, et vous l'avez dit tout à l'heure, elle donne des enfants. Donc en fait, elle aurait dû être encadrée, mais c'est elle qui a refusé d'avoir quelqu'un, une cousine, une sœur, ou bien au niveau de ses belles-sœurs, quelqu'un qui l'assiste. Voilà comment le phénomène était. Mais le niveau, ceux qui ont, moins celles qui ont apporté ces statuts de niveau de vie, ils ont donc commencé à transformer leurs sœurs ou les belles-sœurs qui les accompagnent en vauriens, oubliant ceci, que la domestique, comme on l'appelle, la femme de ménage, elle aussi, elle est mère de famille quelque part. Comment fait-elle, cette femme de ménage, pour qu'elle aménage votre espace, son espace, et elle vient aménager le vôtre? Et ça, ces femmes qui tiennent au niveau de vie n'intègrent pas cela. Si elle intégrait ça un tout petit peu, c'est ce que nous disait Charles Lamère pour le cas de sa maman. C'est précisément quand vous intégrez ça, vous les femmes qui sont docteurs en doctorat là, ou ont les MBA en ceci ou cela, vous intégrez ça, dit, mais j'ai dit à ma femme de ménage d'être là à 7h15 parce que les enfants ne doivent pas être à l'écart. La même femme de ménage a aménagé ses propres enfants pour qu'ils ne soient pas en retard à l'école. Mais elle est chez vous à 7h15 avant que vous ne partiez. Et elle s'occupe des vôtres. Donc, ce sont ces deux choses-là que la femme d'aujourd'hui, je vous dis toujours, elle doit changer de logiciel. C'est elle qui est déconnectée justement de cette tâche ménagère. Lorsqu'il faut écraser la tomate, elle a les trucs à la maison, mais c'est la femme, comment vous appelez ça, au marché,
qui lui fait les ménages de Mbongo, de tout ce que vous voulez, alors qu'elle a les appareils de ménage à la maison. Et pourquoi le fait-elle? Donc, en fait, elle qui ne sait pas, parce que je ne peux même pas dire qu'elle sous-estime ou elle surestime, mais elle ne connaît pas, elle ne sait pas élaborer les travaux qu'on a à la maison. C'est le cas de cette femme. D'accord, très bien. Alors, Tendance va également prendre la parole pour qu'on sorte définitivement de cette thématique liée à l'histoire du jour. Pourquoi vous voulez tuer vos épouses? Non, dites-moi un peu, pourquoi vous les hommes là, vous voulez tuer vos épouses? Le cerveau, la femme n'est pas comme l'ordinateur. Il y a des moments où l'ordinateur plante. Si tu as la possibilité d'aider madame, pourquoi ne pas l'aider? Aujourd'hui, tu prends l'exemple que non, mais maman avait 12 enfants, elle nous a regardé sans ménager, mais c'était avant. Nous sommes au temps moderne, c'était à l'Antiquité. Et à nos jours, à nos jours, on opère les femmes plus qu'avant. Avant, pour opérer une femme, c'était difficile. Le mercantilisme qui nous a poussé. Donc, là aussi, on va interroger le corps médical. Aussi, le jour où je serai président de la République, ça va changer. Merci pour votre candidature. Et tout à l'heure, Karine disait qu'un enfant de 8 ans peut déjà faire ci, peut déjà faire ça. Non. Oui. L'enfant ne peut pas laver les assiettes comme toi, maman. L'enfant de 8 ans va laver les assiettes, tu vas avoir l'huile. Ça ne veut pas dire qu'on demande aux enfants comment ils vont laver les assiettes. Mais tu vas avoir l'huile d'un côté, tu vas avoir l'autre côté, qu'on n'a pas réglé. Mais tu contrôles, non? On a commencé à laver à quel âge? Non, mais à 6 ans, moi, je lavais le sol. À 6 ans, j'allais au champ. C'est pas ça. Je défrichais. Je mettais la terre sur les cieux. Moi, à 6 ans, je vendais, je faisais la vente ambulante dans la... Enfin, je veux dire, à 6 ans déjà suffisamment... Là, c'était avant Eric. À nos jours, tous les enfants ne peuvent pas faire comme on dit là. Non, mais au contraire. Non, mais au contraire, les enfants aujourd'hui sont plus éveillés, ils vont beaucoup plus tôt à l'école, ils sont beaucoup plus que nous autres qui allons à l'école à 6 ans, 7 ans. On appelle les enfants de Douala le poulet des fermes. Oui. Au village, quand il y avait 7 ans, Eric, j'ai parti au Char chercher la nature du port. J'ai parti à Kotro, j'ai parti à Nding. Et les endroits là dans mon village, pour arriver là, il faut grimper les collines. Pour aller cueillir les cafards, le thé cheftaine, qui ne me connaissait pas à l'assiette. Donc tous les matins qu'il partait, il faut voir combien il partait. Je cultivais. Et c'est comme ça qu'à rentrer, porter le bois sur la tête. Et pourquoi les enfants d'aujourd'hui? Les enfants d'aujourd'hui sont fragiles, même par rapport à ce que nous consommons. Ce que nous consommons, ça fait que tu vois un enfant, on vous appelle les poulets de ferme. C'est comme ça qu'on vous appelle. Donc si un homme peut aider son épouse, même s'il ne cherche pas la ménagère, pour qu'il s'organise, le matin, il aide madame à apprêter les enfants, il les dépose à l'école, il vient les chercher. Aujourd'hui, une fille de 25 ans dans un foyer, elle est là comme une fille de 40 ans. Tout ça parce que la tête n'est pas tranquille. Et on connaît comment nos enfants de la ville s'ils sont. Quand tu veux travailler, quand tu veux travailler ici, un enfant peut du côté, maman, on a versé ma nourriture, il faut te plus dans la nourriture qu'on a versé. Maman, je veux de l'eau, il faut aller de l'eau à l'enfant. Maman, on a touché mes cheveux. Très bien. Non, la femme n'est pas esclave. On va lire quelques messages avec Karine Santia, messages envoyés par vos soins, chers téléspectateurs citoyens. Allez-y, Karine Santia. Je pense que ce monsieur est tout simplement égoïste. Il doit au moins aider sa femme avec certaines tâches. Adinga de Guider. Le travail de l'autre est facile. Un autre message, cet homme est méchant. Ça ne coûte rien d'avoir une femme de ménage. Ma mère a fait 10 enfants et on est 15 à la maison. Avec les cousins, nous avions une ménagère au moins pour aider à faire le ménage. Avec 15 personnes. Est-ce qu'on demande à la ménagère de venir faire? Non, mais qu'est-ce tu qu'il y a dois seulement la canaliser. C'est des triplés, des quadruplés. Tu canalises la 15 à la maison, vous avez des cousins. Non, mais bon, ça c'est quand même grave, c'est qu'il dit 15. Ça s'appelle snobisme. Ah, voilà. C'est ça qu'on disait dans le niveau de vie. Pourquoi la blâmer? Pourtant, dans nos chefferies, nous avons des servantes. Vous parlez bien des chefferies qui ont précédé la République. Nous sommes en famille. Dans la famille, nous tous, on est des mamans. Comment 2 personnes élèvent 9 enfants? D'accord. Que la dame prenne ses sœurs, une de ses sœurs qui va vivre avec elle et l'aider dans les tâches. Au cas contraire, que son mari l'aide. Joyce de Yaoundé qui nous envoie le message. Vous allez lire un dernier message, Karine. Un autre
un autre Un dernier. message, oui. Je pense que cette femme veut déranger. Si son mari rationne normalement, elle n'a pas besoin de domestique. Reine depuis Vous Marois. voyez, tout tourne autour de l'argent. Ouais, Tout tourne autour de l'argent. S'il vous plaît, enlevez l'argent dans la vie commune. L'argent ne doit pas avoir la place prioritaire. Tant que vous mettez ça en place prioritaire, on va se retrouver à ce type de situation, monsieur. Très bien, Charles Abel. C'est par amour qu'une femme doit s'occuper de son ménage, doit oxygéner sa maison, monsieur. Mais elle ne doit pas mourir parce que... Ce n'est pas l'esclavage, vous n'êtes pas... Ce n'est pas l'esclavage, vous devez oxygéner votre On a maison. mal au corps. Ça ressemble à quoi vous avez Quand dans tu votre tournes maison? la tête, le corps D'accord. fait mal. Tu Très fais bien. aïe, tu tournes. Ok, merci, c'est compris. On a terminé pour ce sujet ce matin, madame, messieurs. Merci à vous également de nous rester fidèles. Tout de suite, la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de l'âge électoral au Cameroun. Chaque année, les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes. Pourtant, nos compatriotes ne se pressent pas devant les bureaux de l'ECAM. L'ombre du découragement plane sur les citoyens camerounais qui ne voient pas trop pourquoi il faut s'inscrire s'ils ne vont pas voter. Comment comprendre cette dichotomie qui existe entre la majorité électorale et la majorité pénale? N'y a-t-il pas lieu de sérieusement se pencher sur cette affaire d'âge électoral dans ce pays? Pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé refuse-t-il le droit de vote aux jeunes Camerounais désireux de participer à la vie politique de leur pays? Comment comprendre que les citoyens de moins de 20 ans soient écartés du choix des dirigeants de leur pays? Pourtant, dès l'âge de 18 ans, ils intègrent l'armée, la police, la fonction publique et sont pénalement responsables. Comment comprendre que le pouvoir écarte du choix des dirigeants un électorat déçu, de plus en plus politisé, susceptible d'éviter les pièges de la propagande et les enfumages? Incongruité lorsque tu nous tiens. Lorsque l'on regarde la loi pénale, l'on se rend compte qu'à partir de 12 ans, un jeune peut être incarcéré. Le code de travail lui-même permet aux jeunes de 18 ans d'accéder au poste de responsabilité. Sur le plan du statut marital, à 18 ans, on peut se marier. Même les concours, par exemple celui de l'école militaire interarmée, permettent de postuler dès 18 ans. En clair, au Cameroun, un jeune peut se marier à 15 ans, aller faire la guerre à 18 ans, entrer en prison à 12 ans, mais ne peut pas voter avant 20 ans. Peut-on être pénalement responsable et l'être moins sur le plan civique? Point d'interrogation. Au dernier recensement de la population du Cameroun, le curseur indiquait que l'âge médian au Cameroun était de 17,7 ans. Soit que la majorité ou la moitié des Camerounais avaient au moment du recensement un âge inférieur ou égal à 18 ans. Ce qui veut dire que si on exclut tous ceux qui ont moins de 20 ans du processus, le vote dans ce pays ne concernera que 40% des Camerounais à peine. Si 60% de la population camerounaise est jeune et qu'une bonne partie de celle-ci ne prend pas part aux élections, cela handicape véritablement le pays. Comment comprendre cette exclusion du jeune à l'âge où l'on est à même de faire déjà des choix importants, plus importants que le simple fait de voter un candidat à une élection? N'y a-t-il pas lieu de voir, dans le maintien de l'âge électoral à 20 ans, l'une des nombreuses manœuvres du pouvoir en place pour contrôler l'électorat, du fait qu'il redoute les jeunes qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus déçus par le pouvoir en place depuis 36 ans? Nous sommes en retard au Cameroun sur pratiquement tous les points. Dans tous les cas, les jeunes ont un seul désir, celui de voter. Et voter à partir de 18 ans, dès l'âge de 18 ans. Pour une fois au moins, et l'ECAM est d'accord sur le sujet. Voilà, donc on en parle ce matin avec ces nombreux jeunes qui sont laissés sur le carreau. Il s'agit là quand même de près de la moitié
de la population du Cameroun qu'on laisse ainsi sur le carreau par rapport à la participation aux échéances électorales. Et c'est l'un des grands enjeux de l'heure, puisque, comme vous l'avez dit, l'ECAM s'est engagé donc à prendre le chemin de la revendication de cela. On va voir si le législateur ou le gouvernement accède à cela, accède à cette doléance, parce que avant l'ECAM, parce que avant cette colère Chalamel, de nombreuses organisations de la société civile avaient chaque fois fait des pétitions pour demander qu'on ramène donc cet âge-là, 18 ans, et qu'on permette à ces jeunes de voter à partir de 18 ans, comme on le voit ailleurs dans d'autres démocraties à travers le monde, puisque le Cameroun n'est pas un pays qui est isolé sur la terre. Donc il y a d'autres pays, on peut prendre exemple sur ces pays-là pour mieux avancer. Est-ce qu'à 18 ans, d'ailleurs c'est la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'à 18 ans, on estime que le jeune Camerounais n'a pas la capacité de faire un choix lucide sur ses élus? C'est l'une des questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que le gouvernement doute? Est-ce que le gouvernement a des réserves sur la capacité d'un jeune de 18 ans à faire un choix intelligent, un choix sage sur, on va dire, les élus? On peut ici remettre en perspective cette épreuve de sciences politiques de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Caen qui circule actuellement sur les réseaux sociaux et qui pose une question sur l'électeur camerounais: est-il imbécile? On va donc ramener cela ici. Est-ce qu'un jeune de 18 ans est-il imbécile, ou on considère que nous tous, nous sommes dans une république des imbéciles? Alors, Bobo Benga, je commence par vous. D'ailleurs, on sait quelles sont vos positions, mais comment comprendre qu'on en soit encore là? Non, c'est une seule chose. Oui. On ne voulait pas mettre le poste de président de la République en compétition. C'est tout. C'est tout. Donc, vous allez vous rendre compte pourquoi l'ECAM vient aujourd'hui, et vous avez bien fait de le souligner. Oui. La première organisation à relever cela, je pense, c'était la Commission Justice et Paix de l'Église catholique romaine du Cameroun. À l'époque, était dirigée par le professeur Pierre Titingwel. Aujourd'hui, je pense, membre du conseil de l'ECAM. Il a fait des plaidoyers que la société civile a repris en cœur, mais rien n'a été fait. Justement, pourquoi? Parce que précisément, non pas que ces jeunes de 18 ans, de 18 à 20 ans, sont stupides, mais précisément parce qu'ils sont très éveillés. Et parce qu'ils procèdent à ce qu'une enquête avait considéré comme étant votre sanction. C'est-à-dire que celui-là, il va à l'école. Nous avons parlé tout à l'heure de ces jeunes qui sont à l'académie de football. Si on leur donnait la possibilité de voter, vous pensez qu'il allait voter un président de la République qui met dans cette situation inconfortable? Il ne voterait pas. Et donc, pas seulement de ces jeunes qui aiment le sport, qui aiment surtout le football, ne voteraient pas ce président. On a donc tout fait, et l'ECAM le fait aujourd'hui, c'est une manœuvre politicienne pour dire que, bon, comme l'élection du président de la République est passée, on peut se permettre aujourd'hui d'ouvrir les vannes pour que la compétition arrive. Pourquoi je le dis? Lorsque le RDPC est né en 85, le chef de l'État, c'est à ce moment qu'on vous dit qu'il était en avance sur Gorbatchev. Il commence au sein de son parti par des listes concurrentes lors du renouvellement de bureaux des organes de base en 87. Deux personnalités avaient d'ailleurs perdu leur poste. Salomon Tandemouna et Maïma Matip. Donc le président et le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au cours de ces opérations électorales au niveau du RDPC. Ce qui fait qu'ils ont perdu. Mais vous voyez que l'article 27 plutôt de statut du RDPC dit le président national est le candidat à l'élection présidentielle. Donc ça veut dire que lui, il s'arrange à ne pas mettre son poste en compétition. En compétition. Et ça a donc moulé tout le paysage politique jusqu'en 91, quand on vous dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, et ça donne des débats terribles. On change même ce qu'on appelait à l'époque instruction civique à l'éducation à la citoyenneté. Bon, vous ne savez pas tellement ce qu'il y a dans le maître Mossédé, ça passe. C'est pour terminer, comment vous pouvez me dire qu'une jeune fille, et Charles Hamel l'a énuméré, une jeune fille ou un jeune garçon de 18 ans, il s'engage dans le BIR, dans les différents corps de l'armée. C'est-à-dire qu'il va prêter serment pour sauver sa patrie. Mais il lui est interdit de choisir les dirigeants de son pays.
donc y compris les maires, députés et autres. Donc c'était fait exprès. D'accord. En tout cas, Bengan, je vais d'ailleurs tout de suite toucher votre background de sociologue. Est-ce que, comme vous l'avez dit, à cette proportion 17 ans, 20 ans, bon, prenons 18 ans, 20 ans, est-ce que vous direz que les jeunes de l'être humain à ce moment-là, cette proportion de la population est difficilement malléable? Oui, absolument. Oui. Absolument. Un enfant à ce moment-là, c'est là où on vous dit, regardez ce qu'ils observent, on vous dit, je veux devenir footballeur, je veux ressembler à Eto'o Fils. Vous allez faire comment? Vous allez supplier, dis donc, me faire continuer l'école, tu viens de passer le bac, voilà. Ils sont difficiles. Même parce que c'est l'âge de la rébellion. Absolument. L'âge de la puberté. C'est pour de ça, la révolte. C'est pour ça qu'on vous rappelle toujours que nous, en Afrique, on n'admettait pas qu'un enfant vous dise non sous votre toit. Oui. Et on se préparait à cela. Après, un moment, comme vous commencez, quand on vous circoncis, on sait que cette période arrivera. On vous amène à épouser une femme et votre papa vous dit, moi aussi, je viendrai vous rendre visite. Donc, en fait, si vous êtes dans la même maison avec votre fille, votre fils qui a cet âge-là, vous ne le maîtrisez plus. Il va vous contrarier tout le temps. Donc, en fait, ils savent ça. C'est l'âge de la rébellion, en fait. Donc, c'est pour ça on se méfie. On se méfie d'eux. D'accord. Malheureusement, si on les envoie, puisque à ce moment-là, quand un enfant de 18 ans, d'abord il a eu le bac avec mention très bien. À 18 ans, vous pensez, il peut, comme vous dites, il peut être docteur, il peut avoir son doctorat à 22 ans. Vous allez dire qu'il est dingue. Ingénieur à 22, 23 ans. Voilà. Il a fini l'école, comme on dit. Mais pourquoi vous le pouvez donc le considérer comme un vaurien? Oui, un feignant. Comme un feignant, pas Oui. du tout. Donc, et justement, les parents qui sont dans la politique politicienne se méfient d'eux. Et précisément parce qu'ils se sont méfiés d'eux, ils ne les ont pas encadrés, que nous nous retrouvons dans la situation aujourd'hui. La situation où le pays patauge, le pays piétine depuis Où le pays plusieurs est dans décennies. l'impasse. Oui, bien sûr. Parce que même les solutions de sortie de crise aujourd'hui, je vous en prie, allez à l'ESSEC, l'école normale supérieure. Pour ces enfants qui ont 18 ans, regardez leur mémoire. Si vous relisez, vous faites la synthèse de leur mémoire dans les cycles BTS, ceci, vous allez voir que ces gars, ils ont des solutions terribles. Pour le pays. Pour le pays. Karine Sontia va également nous dire un mot sur l'âge légal de vote au Cameroun. Je rappelle qui est encore de 20 ans et pourtant beaucoup réclament qu'on rabaisse cet âge à 18 ans. Le NIET est toujours celui que donne le gouvernement, alors que l'ECAM a déjà commencé à faire sa mue, à se convertir à cela. Quelle est votre lecture, vous? La lecture que je fais, c'est qu'on fait tout pour laisser cette jeunesse-là en berne. Dans la jeunesse de 18 à 20 ans-là, en berne, dans le silence. Parce que si tu ne peux pas choisir la personne qui va te diriger à 20 ans, tu vas attendre jusqu'à ce que tu aies 21 ans pour lancer... À 18 voilà. Pourtant, tu peux déjà avoir une carte nationale d'identité. En fait, à 18 ans, on a déjà une carte nationale d'identité parce que pour s'inscrire à l'université, il faut une carte nationale d'identité. Vous avez une carte, vous êtes Camerounais, mais vous ne pouvez pas voter. Et lorsque vous allez même plus loin, si vous appartenez à un parti politique, vous ne pourrez que avoir des présidents qui sont des présidents dans votre section, c'est-à-dire OJ, les partis, les sections de jeunes. Vous ne pourrez qu'avoir des personnes qui sont encore plus âgées. Ce qui fait que à un moment donné, quand même, on a une vague conception de la jeunesse, on a une vague appréhension de la jeunesse. On se dit que la jeunesse, c'est forcément celle-là qui a déjà 35 ans. On est jeune parce qu'on a 35 ans. Et pourtant, on est jeune depuis 16 ans, depuis 18 ans. On peut choisir à 18 ans. Non, mais est-ce que les jeunes aujourd'hui ont... je veux dire, on va dire qu'il y a la réflexion qui est faite par ceux qui estiment qu'à 20 ans, c'est assez raisonnable. Est-ce qu'avant 20 ans, les jeunes, tels qu'on voit aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme dérive et délinquance et drogue, on a plusieurs fois laissé évoquer le cas de la drogue. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là sont ces jeunes qui vont choisir les dirigeants, qui auront la responsabilité d'influencer, même d'influer sur le choix du dirigeant, des Avant dirigeants de du parler Cameroun? des jeunes qui se livrent à la drogue et délinquants juvéniles, Oui. qu'est-ce qui précède la consommation de la drogue? Dans quelles conditions est-ce qu'on vit avant de commencer à consommer la drogue? Si tu n'as jamais eu la possibilité de choisir la personne qui va te diriger, tu ne peux pas faire gaffe lorsque tu vois ce genre de danger. Moi, ce qui m'intéresse même le mieux, c'est le caractère indépendant qu'on veut donner à une jeunesse qui ne l'est pas. En fait, vous ne pouvez pas choisir, donc vous n'êtes pas indépendant.
Ce qui fait que, parce que papa paye votre étude, vous ne pouvez plus choisir celui qui va vous diriger. Et même, nous sommes dans un contour un peu compliqué, lorsque même dans nos universités, on ne permet pas à ces jeunes-là d'avoir des partis pris politiques. Donc, on a tout fait pour embrigader la jeunesse dans un sens qui fait que ce n'est qu'à 35 ans que forcément, tu sais que tu as la capacité d'être responsable. Et pourtant, c'est depuis longtemps que tu fais tes choix. Tu choisis ton université, tu choisis ta filière, tu choisis ton éducation, tu avances. Parfois même, tu payes ton école tout seul. Mais tu ne peux rien choisir d'autre en dehors de ça, concernant ton pays. D'accord. En tout cas, on voit très bien que ça se précise, cette dynamique d'imbécilisation de la population. Commençons par cette tranche-là, 18-20 ans, qui reste donc, on va le dire, en dehors des choix des dirigeants au Cameroun, parce que l'âge légal de vote au Cameroun est de 20 ans, pas comme ailleurs, où on est à 18 ans en France, par exemple, où c'est à 18 ans. Donc, on peut s'interroger sur ces questions et d'autres, mesdames, messieurs, justement, on va prendre une pause pour ce programme. C'était tout pour la première partie, ce n'est que la première heure. Nous serons de retour dans un court instant, quelques minutes seulement, une pause. Nous serons de retour pour la deuxième partie. À tout de suite. Voilà, monsieur, pour cette deuxième partie de votre magazine, le plateau citoyen 10-12 le Zénith. Nous sommes le mardi 26 février 2019. C'est sur Equinox Télévision, la chaîne de télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. C'est un serment qu'on a donc prêté pour vous, d'ailleurs, et on le fait au quotidien. Pour cette deuxième partie, vous savez ce qui vous attend. On a quelques messages qu'on va rendre de téléspectateurs citoyens qui souhaitent eux aussi avoir voix au chapitre. Alors, Karine Santia, c'est à vous. C'est juste parce qu'entre 18 et 21 ans, les jeunes seront plus contre le régime en place au regard de l'inconfortable position dont ils font l'objet, autant pour moi. D'accord. Oui, Charles, allez-y, vous voulez dire un mot? Monsieur Eric Fopoussi, chez nous, les Bantous, on dit de 0 à 10 ans que l'enfant soit ton esclave. De 10 à 20 ans, qu'il soit ton disciple. De 20 à 30, soit un ami, et de 30 à plus, soit un conseiller pour lui. Monsieur Eric Fopoussi, l'âge où l'enfant commence à défier son père, c'est 18 ans. C'est à 18 ans que l'enfant commence à dire à son père, dit, monsieur, je fais mon portail, quelle est je veux faire. Je veux dormir chez le voisin, je veux dormir chez les amis. C'est à cet âge que le défi, l'enfant cherche comment défier. Et si le parent a su être un bon maître, un bon maître, c'est-à-dire maître comme esclave et disciple, lorsque l'enfant est disciple, l'enfant ne va pas réussir à traverser cela. En étant disciple, il va dire à l'enfant, quand je demandais de prendre le seau, quand je disais de rentrer, c'est parce qu'à 7 heures, on est susceptible de faire des rafles. À 7 heures, l'enfant a conscience et connaissance. Il a déjà pris le temps de se jeter dans son monde, de maîtriser son environnement et de prendre des décisions. Il sait que fumer n'est pas bien, il sait que boire. Autre chose, monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous parlez de cette jeunesse qui se drogue, mais c'est fait exprès par eux. Par eux, oui, ceux qui me regardent, c'est fait exprès par eux. Qui est le principal actionnaire dans les brasseries au Cameroun? C'est eux. La drogue passe par où? Par eux. Pourquoi a-t-on multiplié les ventes? C'est eux. Ce sont eux qui se sont retrouvés à dire qu'on vous délivre même quel diplôme. C'est le diplôme couscous. On vous enseigne encore quoi à l'école? Mention pitié. C'est eux, monsieur le Fopoussi. Donc ils ont orchestré tout pour faire de la jeunesse une jeunesse imbécile. Michel Lamel, si vous permettez en une seconde, justement, qu'est-ce qui s'est passé à cet âge, à une certaine époque? Vous voyez, même les grossesses qu'on appelle aujourd'hui grossesses précoces, ça se passait entre les jeunes de même âge. Mais qu'est-ce qui amène un vieillard comme moi à aller prendre une jeune fille de 18 ans? Voilà. C'est-à-dire que ses camarades ne peuvent pas l'aborder.
parce que, voilà, il est encadré par Mbombo. Parce que quand je viens, il ne peut pas. Bon, donc, c'est pas ce que vous faites. Hein. Voilà, non, en fait, c'est un exemple. Oui, voilà. Vous le prenez, Voilà, oui. donc, justement, voilà comment la déflagration sociale est arrivée. Et merci, je voulais ajouter. Parce que les deux jeunes, votre fille arrive, elle est enceinte à 17, 18 ans, ou même 19 ans. Vous dites qui? C'est son camarade. Donc, vous faites quoi? Vous êtes embarrassé, vous encadrez, vous dites non. Peut-être que nous avons raté l'éducation. Ma fille, quand je te disais que sa maman lui rappelle, et vous vous rappelez à votre garçon. Mais maintenant, quand c'est un vieux, une cinquantaine d'années, qui vient enceinte une fille. C'est-à-dire, et là c'est pour résumer vos propos. Oui, mais pour dire que c'est eux. C'est comme si c'était fait exprès. Ça veut dire que c'est fait exprès d'étourdir ces jeunes. Vous avez compris. Et de leur dire après, vous n'êtes pas suffisamment intelligent, sage, laissez-nous responsable pour choisir vos dirigeants. Monsieur Fopoussi, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, j'ai bien peur que le RDPC résiste encore dans 5 ans. Il y a une grosse révolution au sein du RDPC. Les jeunes qui sont entrés très jeunes, à 15, 16 ans, 17 ans, qui ont défilé, qui ont milité, qui aujourd'hui se retrouvent à 30, 40 ans, qui n'ont même pas traversé, c'est-à-dire n'ont pas changé, ne serait-ce que, mais disons qu'on fout quoi ici. On n'a même pas encore renouvelé le bureau national de l'OJRDPC depuis décembre 1996. Ils se demandent qu'on fait quoi là. On fait quoi là? Chacun veut, tous aspirent quand même à une carrière, M. Fopoussi. Oui. Alors, je vais vous dire, M. Fopoussi, l'Algérie, qui est un pays de grands combattants, la majorité civile est fixée à 19 ans pour les hommes et 20 ans pour les femmes. En Belgique, la majorité civile est fixée à 18 ans depuis le 1er mai 1990. En France, la majorité civile est fixée à 18 ans depuis le 5 juillet 1974. Donc la France ne veut vraiment pas notre bien. Au Canada, la majorité civile est fixée à 18 ans pour la plupart des provinces depuis le 14 décembre 1971. En Suisse, pays très affectionné, qu'ils aiment bien, où ils vont tout le temps se reposer, la majorité civile est fixée à 18 ans depuis le 1er janvier 1996. Mais on parle de quoi, M. Fopoussi? Au Cameroun, c'est 21 ans. Si on parle de la majorité civile. Oui, je reste sur la majorité civile. 21 ans. Oui. Donc, vous vous rendez compte, quand on calcule, on se... Mais nous faisons exprès. Ça leur sert à eux, M. Fopoussi. C'est à eux que ça sert. Si on a mis 75% des Camerounais à côté, parce qu'aujourd'hui, foncièrement, le Cameroun est un pays de jeunes. Aujourd'hui, le Cameroun, à 75% sont les jeunes qui peuvent prendre leur destin en main. Mais on a tout fait pour leur dire, occupez-vous de l'école, occupez-vous du benchikin, fumez le chambre, buvez autant de bière que fumez les chichas, fumez tout. Devenez colboxeuse. Devenez colboxeuse. Voilà, débrouillez-vous là, mais ça, laissez ça pour nous, parce que ça ne vous concerne pas. D'ailleurs, vous ne pensez même pas. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite précision, parce que ça commence un peu à faire trop dans ce pays. Vous abordez quelqu'un sur des sujets qui concernent la vie de la nation. On vous dit, la politique, c'est pas mon affaire. Les gens sont dans une sclérose de l'esprit. On a zombifié l'esprit des gens qui estiment que les choses politiques ou la chose politique est une chose qui concerne les autres. Et chacun s'en écarte comme si c'était la peste. Les gens voient les sujets politiques comme la peste. Mais au Cameroun. Au Cameroun, oui. Non, mais sauf que ça commence avec les parents qui, déjà à la maison, commencent à dire aux jeunes, la politique, attention. Attention. Donc c'est ça. C'est cette menterie qu'on cultive chez les gens, et c'est pourquoi le Cameroun est justement dans cette impasse. Non, mais quand un jeune est même acteur dans un parti de l'opposition, le parent commence à avoir peur. Oui. Parce que s'il commence à marcher dans les rues, on peut tirer sur lui. Si le jeune commence à participer au débat sur les plateaux télévisés, on peut le regarder un genre et un jour tu ne le retrouves pas. Donc ça crée une psychose. Les plus grandes révolutions dans le monde ont été tenues par des jeunes. Ce sont des jeunes qui à un moment donné ont dit mais ce sens, le sens que vous prenez n'est pas le sens qui respecte notre vision. C'est exprès. Ils le font de manière exprès. C'est pour ça qu'on ne va jamais vous enseigner Ruben Oumniobe à l'école. On ne va jamais vous enseigner Moumi à l'école. On ne va jamais vous parler de Nelson Mandela parce qu'on veut éviter que l'éveil citoyen, on veut refuser qu'il y ait cet éveil citoyen en vous, histoire de dire que demain, mon modèle de vie, c'est peut-être, je ne sais pas moi, Nelson Mandela, mon modèle de vie, c'est Wandier, je veux suivre les idéaux de ceux parce que c'est ça qu'on veut tuer. C'est pour ça qu'on ne peut jamais vous dire qu'on a pendu. Douala Mangabel, ici, on ne pourra jamais vous dire que le premier château d'eau
qui est dans cette ville, qui a coulé dans cette eau, c'est ici à Bonakwama, on ne vous dira jamais ici ce qui s'est passé dans cette ville. Voilà pourquoi ils veulent tuer cela. D'accord. Très bien. Donc les jeunes doivent voter à 18 ans, c'est important. Ok, donc le plaidoyer est lancé de ramener la majorité électorale à 18 ans. Elle est à 20 ans aujourd'hui, cette majorité électorale. Il est important qu'on revienne donc à 18 ans. On voit bien que les pays comme l'Algérie, vous l'avez dit, la Suisse, des pays qu'on prend en exemple, sont des pays qui ont déjà une avance considérable sur nous autres. Donc pourquoi pas également s'engloutir dans cette brèche et de faire avancer le pays avec les idées de ces jeunes qui peuvent, pourquoi pas, donc fléchir la courbe des tendances électorales. Oui, les jeunes entrent à l'université à quel âge au Cameroun? Oui. Vraiment, à quel âge les jeunes 16 ans, 17 ans. Les gars arrivent à l'université. Prenez les copies de ces enfants. Prenez les copies. Prenez même tous ceux que les inventeurs, les jeunes inventeurs, là, ceux qui ont découvert. C'est quel âge? Prenez même le jeune qui a découvert Bafoussam tout récemment. Le petit qui a découvert, qui a monté la voiture. À quel âge? Quand il vous dit à quel âge il a commencé à faire les premiers assemblages, monsieur Eric Fofosi. Et je peux vous dire aussi qu'à cet âge, d'ailleurs, je fais la contribution parce que c'est important que je la fasse ce matin, j'y ai pensé. Est-ce que vous savez qu'à cet âge, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'est le repli identitaire, hein? Oui, voilà. Parce que vous savez que le repli identitaire, à cet âge-là, n'est pas marqué. Merci beaucoup. Les gens, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas quel est leur Que village. leur tribu a une certaine valeur. C'est au fil du temps qu'on leur dit, mais attention, écoutez, vous devez revenir chez vous. Et c'est ce que Kanine Sontia disait ici, que à l'université, on vous laisse la première année, la deuxième année, à partir de la troisième année, on vous oblige à accéder dans les associations des ressortissants. Voilà, des ressortissants de votre village. Donc c'est ça. Donc, c'est un complot, c'est un plan savamment monté pour détourner cette frange de la population de la chose politique. Repli alimentaire, c'est-à-dire? Repli identitaire, c'est-à-dire voilà, de retourner dans son village, de penser aux choses de son village. Je comprends. Venez-moi que réplique alimentaire. Oui, alors. Je suis mon père. Quand tu comprends pas, tu débarques de nos mamans. Et on va, genre, je peux également vous dire que même le vote alimentaire n'est pas possible à 18 ans. Hein. Non, c'est pas possible. Le vote alimentaire n'est pas possible. C'est pas possible. Vous aurez donné n'importe quoi pour faire voter aux gens. Les gens, ils vont voter ce qu'ils veulent voter. Hein. Ils vont bien manger. Oui. Ils vont bien manger, mais ils ne vont pas voter comme vous pensez. Au Cameroun, le jeune de 18 ans ne peut pas voter par conviction, mais l'État camerounais permet tout de même que ce même jeune puisse tuer par manipulation. Ils sont d'ailleurs nombreux dans l'armée. La capacité de tuer. Ok. Sinzi de Tchang qui nous écrit ce matin. Un autre message à propos du BIR pour nos vieillards de gouvernants. Il est donc moins risqué de recruter un jeune de 18 ans dans le BIR et lui mettre une arme d'assaut entre les mains que de lui donner une carte électorale et un droit de vote. C'est absurde. Un autre message qui nous arrive. Nous, dans un pays hanté par les démons, si ces budgétivores refusent de faire voter les jeunes de 18 ans, c'est juste parce que ces jeunes pourront voter contre ce régime qui préfère envoyer les jeunes de 18 ans au front et dire après qu'ils n'ont pas l'âge pour voter. Motaïm depuis Fongo Tongo. Même le jeune qui arrive, à qui on donne l'arme, M. Rifokoussi, lorsqu'il arrive sur le front, il a un choix. Il choisit de tirer ou pas? Ou pas. Il a un choix à faire. Et c'est pas le choix le plus rebelles, et c'est souvent les rebelles dans l'armée. D'accord. Ok, on va lire un dernier message. Un dernier message. Ils se disent qu'à l'âge là, vu leur diversité, le jeune se pencherait vers ceux qui proposent des programmes politiques androïdes et néocoloniaux. Je voudrais souligner que la vraie bataille qui mettra ce pays KO viendra au sein du RDPC. Vous me donnerez raison d'ici quelques années. Merci de prophétiser. Le message n'est pas signé. Merci de prophétiser. On va tout de suite, madame, messieurs, prendre le chemin pour la revue des réseaux sociaux, une fois de plus, avec vous, Karine Sontia. Commençons par cette revue, dans cette revue des réseaux sociaux, par ce pasteur congolais qui débarque dans un hôpital sud-africain et opère des miracles. Le nommé Apla Lukaou de l'église Ami a ressuscité un mort devant les caméras. L'établissement mortuaire chargé de transporter la dépouille a décidé de porter plainte au prophète pour escroquerie et extorsion. On rappelle que dans certaines images, le mort qui a été ressuscité détenait un téléphone portable à l'intérieur de sa veste, ce qui a mis les internautes
dans une situation très perplexe. Certains se disent que si Jésus, le blanc, a pu ressusciter des morts, pourquoi pas un noir? Et pour certains, c'est une grosse arnaque pour démontrer une veineuse attitude qui soumet les gens à une christianité un peu douteuse. Alors, il semble on était passé par tous les moyens. Après, ces pasteurs qui faisaient guérir les handicapés, donc on est passé vraiment pas partout, partout. Maintenant, nous sommes en clair dans, on va dire quoi, dans l'exagération. C'est désormais la résurrection. Alors, il y a un débat qui s'est créé sur la toile parce que j'ai un tout petit peu lu les commentaires au bas de tout cela parce que beaucoup font des commentaires et il y a eu ce débat entre la tradition africaine et cette religion chrétienne et beaucoup disent qu'en Afrique, on savait ressusciter les morts. Alors, bon, je vais vous poser la question. Oui. Est-ce que c'était possible, justement, dans la tradition africaine, de ressusciter les morts? Oui, mais ce qu'on appelle mort, il y a des niveaux de mort. Quand quelqu'un est mort, on ne peut pas le ressusciter. Mais maintenant, il y a des situations où on peut vendre quelqu'un, on vous a vendu, comme on dit aux femmes là au con. Ah, d'accord, ok. On peut vous ramener, parce que là, vous n'êtes pas mort, mais... Ou alors, je vous ai dit, vous n'êtes pas cliniquement mort. On a retourné le cœur. On a retourné le cœur, on peut vous ramener. Oui. Donc, à l'époque, c'était difficile de dire qu'il n'est pas mort, donc on pouvait ramener. Alors, d'accord, donc pour cette précision, je voulais juste connaître cette précision. Quand quelqu'un est décédé, vraiment la mort ne peut pas. Alors, le temps est donné. On a vu Jésus qui a ressuscité Lazare, ça c'est dans la Bible, hein, il m'arrive parfois de lire aussi un peu la Bible, donc pour ceux qui en douteraient. Alors, Charles Hamel, dans la situation actuelle, vous pensez que ceux qui... C'est que, en fait... Vous voulez dire que c'est une volonté politique qui est à la base de cela? Il y a une volonté politique. Lorsqu'on sent que ça baisse, on cherche parmi les artistes, parmi les hommes politiques. On dit que les gars sont en train de baisser. Les résultats baissent, les gars sont en train de fuir. Il faut qu'on les maintienne. On cherche un homme politique, on cherche un artiste qui va s'agenouiller là-bas. Il lève les yeux au ciel. On dit, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur l'a appelé. Ça se remplit. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un homme politique qui marche depuis quelque temps avec une Bible sur les plateaux de télévision. On le voit. On le voit le faire. Non, mais je dis juste qu'il y a un homme politique qui circule sur les plateaux de télévision avec une Bible. Non, mais étrangement, on peut partir du politique à l'église. Oui. Devenir même pasteur, d'accord. Et je peux vous dire qu'une foule comme celle qu'on voit là-bas, une foule ébahie, bluffée par ce miracle-là, cette foule va manquer le jugement pour faire un choix politique clair. Hein? Parce que c'est une foule qui croit au miracle. Qui croit au miracle. Oui. N'oubliez pas que Dieu seul qui viendra changer la situation du Cameroun. N'oubliez pas que juste à nos alentours, il y a des églises que pour entrer, avoir un siège, c'est 100 francs. Oui. Pour pouvoir avoir accès à la salle climatisée, c'est 1000 francs, 1500 francs. Monsieur dit qu'il faut possible. Et ça se fait sous le regard de nos autorités administratives. Donc, on est vraiment en train de détourner les Camerounais et même les Africains de la chose politique. On le voit très bien avec ce miracle, cette croyance au miracle qu'on essaie de s'aimer dans l'esprit de tous et chacun pour empêcher d'avoir un choix réfléchi sur comment la société doit marcher, comment on doit s'engager, comment on doit prendre son destin à main pour faire bouger les choses, pour faire changer les choses au niveau politique. En tout cas, on va d'ailleurs rester dans cette logique avec d'autres sujets dans cette revue des réseaux sociaux, Karine Santia. Cette fois-ci, on va en Afrique de l'Ouest, au Ghana particulièrement. Jerry John Rawlings, ex-président ghanéen du 30 décembre 1981 au 7 janvier 2001, coincé dans un embouteillage, décide de prendre la situation en main et dirige lui-même la circulation. Question de permettre aux automobilistes de regagner leur maison. Et pour les internautes, c'est quelque chose d'inédit. Certaines disent... Oui, on peut avoir la vidéo en image. Pour certaines personnes, c'est inédit, qu'au Cameroun, c'est impossible, aucune personne ne peut le faire. Et pour d'autres, même si jamais un président camerounais pourrait le faire, vraiment, ça risque d'être un prochain, mais pas celui-ci. Non, mais il y a les gars pour ça. Non, mais encore faut-il avoir un ancien président qui le fasse au Cameroun. On ne peut pas rapprocher ça au Cameroun, mais... Jamais.
Ce qui est intéressant à remarquer, et c'est là qu'il faut mettre le curseur, c'est dire au président qui s'accroche au pouvoir, qui a une vie après le pouvoir, qu'on peut vivre après le pouvoir. Moi, je suis très heureux de voir un ancien président être dans les embouteillages, vivre le quotidien de tout le monde, et puis sortir de sa voiture tout bonnement et essayer d'être un citoyen normal. Mais ça, c'est quand on a d'ex-présidents. D'accord. Là, il n'y en a pas. Lui, il voulait seulement le spectacle. Rien. Il y a les gens qui sont faits pour ça. Le voilà Les qui est gars qui descendu, veulent le dire Il était dans l'embouteillage lui-même, il était victime. qu'il laisse. Au Cameroun, c'est la police qui dirige. Si là-bas, la police dirige, ils n'ont qu'à... Lorsque le Benskiner dirige, c'est aussi un policier. Même ici, tout le monde dirige. Mais on ne peut pas dire qu'un président au Cameroun doit aller diriger la circulation. Mais... On ne dit pas qu'il doit. Il trouve une situation compliquée. Il réagit de manière spontanée. Mais le nôtre réagit en fermant les boutiques et les commerces quand il sort. Non, mais c'est différent. C'est-à-dire que lui, il évite Non, c'est pas ça. Non, attention. On parle là d'un ancien président et d'un président en fonction. Le nôtre est un président en fonction. On n'a pas d'ex-président. Et donc là, c'est un ancien président. Bon, sauf, je ne sais pas si au Ghana, les textes aménagent les anciens présidents. J'ai l'impression que là-bas, chez eux, c'est très compliqué. Aménager ou pas. Lorsqu'on la présente, on va la contextualiser au Cameroun. Oui. Sauf que lorsqu'on présente, on est obligé de la contextualiser. Donc, laissons, allons ailleurs. J'ai vu l'ancien président de l'Iran, Ahmadinejad, lui prend le bus, il enseigne à l'université. Voilà. Un ancien président. Il faut donc que le Cameroun apprenne à avoir les ex-présidents. Donc, ça veut dire que également c'est une école. Le Cameroun doit donc entrer à l'école des pays qui forment les vice-présidents. Des ex-présidents. Des ex-présidents. Oui. Et puisque nous ne voulons donc pas avoir les ex-présidents, il y avait un ex-président, on a dit qu'il était persona non grata. On l'a enlevé d'ici, on l'a chassé, dans un autre pays. on l'a chassé d'ici, on l'a enterré ailleurs. Mais jusqu'aujourd'hui, même son cadavre fait peur. Ça veut dire qu'on ne veut même pas que le cadavre d'un vice-président arrive. Donc, en fait, de tous les côtés, nous avons à apprendre du Ghana. Voilà. Voilà. Alors, M. Eric Fopoussi, à l'opposé de ce que Mbok a pris, je vais prendre le cas du Nigeria où on a vu les trois présidents, les trois ex-présidents, aller regarder un match de football ensemble, se claquer les doigts, rire. On les a vus les trois jouer le songo. On les a vus les trois ex-présidents jouer le songo. On les a vus encore, le dernier, même le tout dernier, on l'a vu se faire appeler pour venir donner un conseil face à une situation qui pesait sur le Nigeria. Il a été rappelé par l'ex pour lui dire, gars, j'ai besoin de toi. À l'époque, là, tu gérais comment? Dis-moi comment est-ce qu'on peut gérer. Donc c'est pour dire, monsieur Rifok aussi, comme Mbok l'a dit, il y a une vie après le pouvoir. Après le pouvoir, vous ne pouvez pas penser que vous serez là ad vitam aeternam. D'ailleurs, il y a trois choses qui rappellent l'homme. Il y a l'histoire, il y a les événements, il y a le temps. D'accord. Si vous traversez l'histoire, vous ne traverserez pas les événements. Si vous traversez les événements, le temps. Alors Charles, il y a autre chose quand même qui est assez remarquable, c'est qu'il est c'est un ancien président. On estime que lors de sa présidence, il a dû faire des mécontents ou des personnes déçues, mais il parvient à se mouvoir en ville. Il n'y a pas d'escorte, il n'y a pas de garde du corps là. Ils sont là. Ils sont là. Il y a des gardes du corps? Oui, ils sont là. Il jouit de toutes les prérogatives. Mais non, il a un seul. C'est pour avec un seul garde du corps. Quelquefois même, il conduit lui-même. Je veux dire, mais est-ce qu'un président comme ça, qui peut-être, s'il avait été impopulaire dans son pays, est-ce qu'il pourrait se permettre de se pavaner dans la rue comme ça? Il a été impopulaire. Parce qu'il faut dire que c'est lui qui redresse le Ghana. Le Ghana versait dans une déliquescence à une certaine époque. La corruption avait atteint un certain degré. À un moment donné, il a dit stop. Mais il n'a pas été impopulaire. Il a pris des mesures fortes qu'on a aimées. Mais non, tout le monde a aimé. Il ne dit pas qu'il était impopulaire. Quand je dis impopulaire, c'est par rapport à c'est parce qu'il y a tous deux camps. Il y a un camp de ceux qui vont dire que oui, ce que vous faites est bien, et ce camp qui est nombreux, et un autre camp qui va estimer que ce que vous faites, parce que là, vous coupez la tête. Charles Hamel, même lorsqu'il a eu à assassiner en plein, à passer le poteau certains généraux, je veux dire, les autres hauts gradés ont dit il a bien fait. Puisqu'il t'exigeait au préalable d'aller déclarer tes biens, prendre même des riz, s'il trouvait que tu avais 3, 5 sacs de riz, vous preniez, venez, il les montrait en public. Les comptes bancaires de ces ponts du régime étaient reversés au gouvernement. Donc ça faisait, comment je vais dire ça, ça causait des courroux, mais les gars disaient, c'est quand même ça la voie. C'est ça la voie. Oui.
En tout cas, on lui tire un coup de chapeau. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça fait plaisir à voir. voir. Au-delà de l'acte qu'il fait, c'est de voir un ancien président reprendre une vie normale, de devenir un citoyen normal. Mais ce que je peux vous dire, c'est Quand il était que le chef de président, est-ce l'État qu'il sort. pouvait Hein. faire ça? Notre chef Oui, de mais l'État même sort, quand il il se était balade. président. Oh, vous avez vu quelque Il se chose. balade. Hein. Non, Où ça? non. Je vous dis, il se balade. En Suisse, Voilà. en Suisse. Il se balade. non, même Non, là-bas. non, mais Le Charles, président, si, quand il était encore président, est-ce qu'il pouvait faire ça? Oui, il se baladait quand même. Ils allaient regarder les matchs. Il allait faire le sport militaire. Il jouait au ballon avec lui. Oui, il jouait. Quand il y a la Coupe du Cameroun, le président du Cameroun pour au stade. Et lui n'arrive pas au pouvoir La par dernière fois, je passation, l'ai hein. vu au stade. C'est par D'accord. coup Quand d'État. Lyon blessé jouait. Non. Quand Lyon blessé jouait, je l'ai vu au stade. En tout cas, moi j'aimerais juste d'ailleurs remarquer que Aman Mana, depuis cette semaine, écrit des éditoriaux tout à fait exceptionnels, très très brûlants. Je ne sais pas ce qu'il mange de DP depuis lundi, mais depuis hier, il faut dire qu'il a parlé là de la République des gilets pare-balles. Vous avez vu l'image du ministre des Sports oui, avec les gilets pare-balles. Donc, vous voyez la différence entre le Ghana là-bas et le Cameroun sur ce plan-là. Voilà, donc c'est pour tout dire. Voilà. On va vous remercier, Karine Sautia, pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite basculer pour prendre avec vous quelques messages de nos téléspectateurs citoyens, cette fois-là, qui vont réagir à cette On peut bien quelques sujets. Rapprocher ça au Cameroun. Un président est quoi en dehors d'un homme? Faut juste dire que le nôtre est un ainsi. Non, vraiment, je ne vais pas prononcer ce mot. Oui. C'est une institution, Non, il ne faut pas vous amuser. Vraiment. Alors, quelle usurpation d'identité? Le pasteur pense défier les lois de la nature. On ne meurt qu'une fois et personne ne peut revenir d'une mort naturelle. Mokhtar Abbas depuis Soa qui nous écrit. On se rappelle de celui qui marchait sous l'eau. On sait ce qu'il est devenu. Bonjour. Il arrive à marcher, il a mis un pas au deuxième pas et tantôt on l'a plus revu. Ce monsieur n'est pas clair. Il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux personnes. Il y a d'autres parents qui vendent leurs enfants. Carlos Dédé, je ne sais pas trop à quoi ça réfère. On m'a expliqué que quand c'est le cas du con, du famla, de quoi Le con et le femme-là, oui. On ramène. On ramène. En fait, c'est qu'il y a un procédé mystique. Et à ce moment, voilà, mais quelqu'un qui a été formalisé, vous ne pouvez plus. Même si c'est le con et le femme-là, formalisé. Gardé à la morgue. Oui. Il y a un autre message. Les Africains devraient solliciter ce pasteur. Question de faire revenir nos martyrs. Ouniobe, Sankara et Lumumba. Le message n'est pas signé. Un autre message. Le sujet de ce débat est très bien, mais il est important de savoir que le but principal du mariage n'est pas d'accoucher des enfants. Imam Bessaïd. Non, le but principal du mariage, c'est de pérenniser la descendance. Et même au-delà de ça, c'est de pérenniser l'espèce. L'espèce. Voilà, c'est de pérenniser Ça veut l'espèce. dire que vous nous ramenez au mariage pour tous. Oui. Bon, les gens ont décidé de ne pas avoir des enfants, mais veulent quand même adopter les enfants que les autres ont accouchés. Non, je ne suis pas sûr. La jeunesse camerounaise. Non, vous allez très vite. Il faut qu'on fasse une précision. Je veux dire, non, il faut que les Le Camerounais mariage, c'est la pérennisation de Le message n'est pas l'espèce signé. humaine. Parce que les Il a gens... dit Imam Ben Saïd. Voilà, c'est un imam. Imam Ben Saïd. C'est un imam. Non, mais c'est que les imam un peu... Le mariage n'est pas une institution de jouissance, Oui. de ce sens, non. En principe, si on met les imams, le mariage, ça veut dire qu'on ne devrait avoir des rapports intimes avec son épouse que quand Dans le on sait mariage. qu'on veut avoir un enfant. Oui, Donc, si c'est dans le cadre de jouissance, vous vous abstenez. voilà. S'il est vraiment un initié, c'est comme ça que ça C'est se comme fait. ça que ça se fait. D'ailleurs, et il faut dire que l'enjeu de la pérennisation de l'espèce humaine est un enjeu prioritaire pour notre siècle. Et peine pour Dieu. Et voilà. C'est la volonté de Dieu. Parce que vous imaginez un monde où il n'y aurait plus de pérennisation de l'espèce humaine, ce serait
une catastrophe. C'est vrai que beaucoup vont vous parler de la procréation médicalement assistée, de la gestation pour autrui et tout ce qui va avec, les fécondations in vitro, pour vous dire que désormais il est possible d'ailleurs de faire une descendance, de faire l'espèce humaine sans passer par nos méthodes naturelles. On n'a jamais fabriqué les spermatozoïdes dans les laboratoires, non plus des ovaires. Il faut bien qu'un homme, parce que Dieu lui a donné la possibilité, on recueille ici, on recueille là et on croise. D'accord. Donc en fait, c'est Dieu. Ok, très bien. On va basculer au plateau B où nous attend Consti Lamine. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka, se retrouvant au Cameroun et hors du Cameroun. Nous allons tout de suite, ce matin, bel et bien, parler du Von Bio Oméga 3 et de la lotion Von Bio, et tout en rappelant à tous nos téléspectateurs qu'il est question pendant 2 semaines de bénéficier d'une réduction spéciale. Oui, d'une réduction spéciale sur tous les prix des articles vendus au magasin Milan Tapis du 25 février au 9 mars 2019. Et le Von Bio Oméga 3, étant l'un des produits vendus au magasin Milan Tapis, va également bénéficier d'une réduction spéciale pendant 2 semaines. Tout en rappelant déjà à tous les téléspectateurs de cette émission que le prix officiel de votre Von Bio Oméga 3 est de 6 000 francs et le prix officiel de votre lotion des diabétiques est également de 6 000. Mais pendant 2 semaines, vous aurez l'occasion, vous aurez l'opportunité, vous aurez bien entendu cet avantage-là d'avoir votre Von Bio Oméga 3 à moins de 6 000 francs et votre lotion des diabétiques à moins de 6 000. Voilà donc pour ce qui est du prix de vos compléments alimentaires et bel et bien de votre lotion des diabétiques. Revenons rapidement sur les avantages liés à l'utilisation du Von Bio Oméga 3 que voici. C'est un complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Celorex. Il permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de faciliter la guérison des inflammations, mais également de réduire naturellement la pression artérielle. Il permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, mais également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement, telles que l'Alzheimer. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire qui est sans effet secondaire dans l'organisme. Et c'est bel et bien une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien une gélule par jour pendant le repas et vous l'avez pendant 2 semaines jusqu'au 9 mars 2019 à moins de 6 000. Je rappelle que le prix officiel est de 6 000 francs. C'est le prix que vous retrouverez partout au Cameroun, mais vous l'avez pendant 2 semaines au concept Salaka, au magasin 1001 Tapis à moins de 6 000. Revenons rapidement également sur la lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette uniquement pour les diabétiques. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Les laboratoires Celorex ont pensé à vous. Voilà pourquoi nous allons vous permettre, chers téléspectateurs diabétiques, d'avoir cette lotion des diabétiques à moins de 6 000 francs. Donc profitez pendant ces 2 semaines et offrez, achetez un Von Bio Oméga 3 à moins de 6 000 et la lotion des diabétiques à moins de 6 000 francs. C'est au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika, c'est à Douala. N'oubliez pas, on fait également les livraisons à domicile pour ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala. Merci et à demain pour la suite du concept Salaka. Merci Consti Lamine. Madame, Messieurs, le plateau du 10-12, le Zénith vous accompagne toujours à l'instant. On va prendre interpellation, document réalisé par Cédric Chouna et ensuite nous ferons les commentaires en plateau. À tout de suite. On a l'insécurité dans le pays pour le moment, le pays est en crise. On aimerait que le pays soit sécurisé, que les chefs d'État nous gèrent bien, nous orientent vers le bonheur parce que nous souffrons tellement. Et le pays c'est vraiment dur. On aimerait aller vers l'avant parce que ça ne nous laisse pas. On se bat comme on peut mais on n'arrive pas. C'est dur ici à Douala. On aimerait aller de l'avant. La sécurité est importante pour nous tous, nous les Camerounais.
quel que soit où, quel que soit ici, là, c'est la même chose. Nous sommes tous Camerounais. On parle de la sécurité à Douala, l'insécurité dans le nord-ouest. On aimerait que ça marche bien. Que nous tous, nous sommes Camerounais. Il n'y a pas les Bamenda Boy, il n'y a pas les Douala Boy. Nous tous, nous sommes de la même famille. C'est ce qu'on veut. Interpellation qui soulève plusieurs questions. Hein. On va donc tenter de les éplucher avec vous, Boro Bengan. Oui, plusieurs problématiques, mais qui, de mon point de vue, nous ramènent à une seule chose, qui avait d'ailleurs été soulevée par l'un des intellectuels camerounais en 1993, Moukoko Priso, dans son livre « La transition démocratique est dans l'impasse ». Le Cameroun est dans l'impasse. C'est vrai, les citoyens pleurent, dit le chef de l'État à le chef, mais là où on est, justement pour envisager ce qu'on appelle l'épanouissement des citoyens aujourd'hui, il faut intégrer le fait que nous sommes dans l'impasse politique, économique, sociale, culturelle et même culturelle. Parce que vous avez vu tout à l'heure, même l'église, quel culte faisons-nous aujourd'hui à Dieu dans nos églises, même dites traditionnelles? Donc nous sommes dans l'impasse. L'impasse, comment en sortir? Hier, vous nous ramenez encore, et vous l'avez même entamé l'émission par ça, la répartition dans le... Comment vous appelez des dotations de la décentralisation. Comment allons-nous d'en sortir? 49,8 milliards de francs CFA seulement. Donc, on est dans l'impasse. Voilà, 1% seulement. Oui. Dans l'impasse totale. Et c'est à ce moment qu'on envisage de changer la loi électorale pour amener là. D'abord, en fait, c'est encore seulement dans le projet. Des propositions de l'ECAMES. Est-ce que l'Assemblée de mars qui vient là aura, autre incongruité pour cette répartition de la dotation générale de la décentralisation, c'est justement 2 milliards de francs CFA à partager pour les salaires des présidents des conseils régionaux et de leurs bureaux. Donc beaucoup d'argent qui vont se partager pendant en 2019 lorsque ces conseils régionaux seront mis en place. C'est la captation de nos richesses qui sont réparties de manière inégale. On le voit très bien. C'est pourquoi le compatriote crie et pleure que rien ne marche, rien n'avance, parce que le bas peuple suffoque de ces politiques impopulaires, justement. Oui. Absolument. Oui. Et il a raison. Là maintenant, comme Charles Hamel le disait dans sa chronique, inscrivons-nous sur les listes électorales, puisque en fait, nous avons pris la résolution de ne pas prendre les armes pour j'allais dire, consolider notre démocratie. Passons par les urnes, surtout les jeunes. D'accord. Inscrivons-nous sur les listes électorales et allons procéder à des votes. Et quels que soient les mécanismes de découragement qui sont mis en place par le pouvoir pour justement nous détourner de la chose politique, on doit avoir la témérité d'y aller, de recommencer, de reprendre à zéro. Absolument. Chaque fois qu'on se sent volé ou bien floué dans notre dynamique, on le voit très bien, depuis le 7 octobre, il y a des jeunes qui vous disent qu'ils ne sont plus engagés parce qu'ils trouvent que ça ne change rien. Non, c'est là-dessus c'est de rester téméraire, de continuer à aller voter pour qu'un jour, quoi qu'il arrive, cette masse critique, cette majorité silencieuse puisse prendre le pouvoir. On l'a vu ailleurs, pourquoi pas au Cameroun, l'histoire est comme elle est, ailleurs comme ici, quoi qu'on dise. Oui, absolument. Oui. Et j'ajouterais ceci que... Tout terminé, oui. Oui. La jeunesse, on l'a encore dit dans la chronique, a gagné déjà le pouvoir. Il suffit de prendre les rênes de ce pouvoir-là. C'est-à-dire, sur le plan de la majorité numérique, les jeunes sont plus nombreux. Imaginez donc que demain, les jeunes décident de choisir certaines personnes et pas d'autres pour être dans les mairies, à l'Assemblée nationale, et même à la présidence de la République. Et faites comme à l'église. Quand vous allez à l'église, vous priez aujourd'hui, Dieu ne vous répond pas le même jour. Et vous y allez tous les dimanches, vous y allez. Donc, c'est ça la politique. Il faut y aller. La première tentative n'a peut-être pas été fructueuse. La deuxième peut être la bonne, ou la troisième. Donc, perpétuellement. Moi, je prendrais plutôt l'exemple de tradition. Quand on va au village, ça ne marche pas, on continue à aller au village. On continue donc à faire nos cultes. Parce qu'il parle, regardez Moumia, on dit souvent que... Vous n'êtes pas sérieux, mais restez téméraire.
continuer Voilà, à le mais- faire. Vous avez parlé d'Ernest Wandje. Comment se fait-il que Ernest Wandje devient vice-président de l'UPC à 24 ans? Ça veut dire qu'il s'est engagé longtemps avant. Il en est de même de Abel Kingé. Comment Moumie devient-il président à 27 ans? Ça veut dire un gars médecin à 25 ans et président de l'UPC à 27 ans. Ça D'accord. veut dire qu'il s'est engagé avant. Et malheureusement, il n'a jamais été président de la République, mais il dirigeait les rencontres où il y avait les présidents comme les Nasser, comme Tito de Yougoslavie, ou Sékou Touré, de Ghana, ou même le président de Ghana de l'époque, Kwame Nkrumah. Et on laissait la possibilité à Moumie de diriger, de présider les réunions. Ok. Donc, des jeunes doivent s'engager politiquement. Il n'y a que la politique qui libère. Qui va nous libérer et Absolument. nous sortir de l'ornière. Parce qu'on voit très bien que c'est compliqué, on n'avance pas, le pays est en régression constante. On va arrêter là pour les commentaires sur cette interpellation ce matin. Merci à Cédric Chouna pour le document. On va repasser à la case des messages pour en prendre quelques-uns. On n'a plus beaucoup de temps, mais on espère qu'on fera des commentaires avec ces messages. Allez-y, Michel Karine. de Newbell, Oui. admettons qu'on vote même à 20 ans, pourquoi le vote n'est pas nationalisé présidentiel, un point d'interrogation. C'est-à-dire quelqu'un qui est inscrit à Douala du fait qu'il voyage ou trouve le travail dans une autre ville, Jean Berthois, ne peut pas voter. Il doit se réinscrire. Non, non, c'est Elekam qui n'a pas voulu. Vous avez laissé ça comment informatiser le fichier. Donc, biométriser. Voilà, aussi. biométriser. La biométrie aussi. De l'autre chose, Parce on a qu'on a- exclu les binationaux. Voilà, on a une biométrie. Avec Papa une est biométrie, vous êtes en mission quelque part, vous vous trouvez là, vous pouvez voter. Oui. À ce moment-là, là où vous étiez inscrit au préalable, on annule. Oui. Là encore, c'est fait exprès. Voilà, c'est fait exprès. D'accord. Même à 35 ans sonnés, on ne peut pas vous laisser faire si on va même jusqu'à vous demander pourquoi vous fréquentez trop. Pourquoi vous fréquentez trop? Donc, 18 ans là, c'est une utopie. Consti de Yaoundé. Une utopie de ramener l'âge légal de Non, vote. c'est possible. 18 Parce qu'il y a ans. au moins quand le président du conseil de l'ECAMA peut poser le problème avec un de ses vice-présidents qui s'appelle professeur Titi Mouel, qui a dirigé la commission catholique et justice et paix à l'époque. Je pense que c'est 2 voix au moins. Mais nous pensons que, osons croire que ces 2 voix-là représentent la voix de tout le conseil de l'ECAM. Et que le ministre en charge des élections pourra nous apporter un projet de loi en mars prochain. De modification du code De électoral. modification du code électoral. Je trouve que cette femme, par rapport à l'histoire du jour, je trouve que cette femme ne sait pas quel problème elle cherche avec l'histoire de ménagère là. Elle cherche déjà sûrement sa rivale pour la mettre à la maison, Abdel de Soie. Un autre message, je vous dirais que cette femme est paresseuse. Moi-même, j'ai 5 enfants avec nouveau-nés et je fais tout seul. Qu'elle s'organise tout simplement, Madame Ondoa. Félicitations, Madame Ondoa. Vous êtes une vraie banque. Un autre message. Pendant les classes, les enfants n'ont pas le temps pour faire quoi que ce soit avant de se rendre à l'école. Les femmes d'avant travaillaient beaucoup. C'est pourquoi elles fanaient vite. Waouh! Quelle maman a Vous fané avez le après tout ça? sentiment que les Non, femmes c'est un d'avant problème fallait- d'organisation. C'est Non, mais- compliqué. Les enfants aujourd'hui, quand vous leur apprenez à laver les assiettes le soir, après Oui. avoir mangé, parce qu'on se réveille tôt, ils vont s'accommoder. Non, mais Non, que mais les Et gens si vous arrêtent. apprenez encore à ces enfants à se lever Non, à mais- 5 heures pour le faire, ils Oui, le feront. moi je voudrais Voilà. juste faire une précision et déconstruire une pensée généralisée. Qu'est-ce qui vous dit qu'avant les femmes fanaient Voilà. Mais c'est aujourd'hui que les fans, les Les femmes femmes fans. Je vous rappelle que ma mère, celle qui m'a accouché, si on me place là devant vous, vous pensez que c'est ma La petite grande sœur, sœur. que c'est ma grande, pardon, que c'est ma grande sœur. Vous voyez, et vu l'âge qu'elle a, elle est restée conservée. Il y avait une expression qu'il qu'on y a- employait, Ouais. elle est bastos. Voilà, elle est restée conservée parce que même dans l'alimentation de nos femmes qui se croient ne pas être fanées aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vous fanent déjà Les avec la additifs. consommation que vous faites au quotidien, que vous avez au Comme quotidien. cette femme qui alimente l'histoire du jour, Oui. 32 ans, 5 maternités, ça veut dire qu'elle peut arrêter sa maternité à 35-36 ans. Oui. Et pendant tout ce temps, que ce soit dans les relations intimes, c'est là où elle sera même encore plus vigoureuse et plus tout. Et c'est ce que nos parents faisaient. C'est notre génération, c'est ce qu'on faisait. Donc,
la femme accouche tôt et justement elle a le temps et de préparer le reste de sa vieillesse, c'est-à-dire entre 35 et 50 ans, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire avec son mari. Et maintenant, elle prépare la ménopause comment? Donc, les femmes ne se rendent pas compte de ce que lorsque vous aurez 60 ans, votre enfant qui aura dans les 40 ans, c'est-à-dire vous serez des amis, votre fille à cet âge-là, quand vous aurez des petits-enfants, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, justement, elle pense à elle-même, elle pense que la vie commence et se limite avec elle. Donc même l'amour de ses propres enfants, elle n'a pas. Donc c'était important de faire cette déconstruction parce que les gens commencent à envoyer ça dans l'esprit des gens, l'esprit collectif, pour dire qu'avant on était dans les femmes qui se fendent rapidement. Non, c'est le contraire. C'est faux. C'est très faux. Il n'y avait même pas trop de Njangsang à l'époque. Les femmes qui faisaient les Njangsang, c'était les femmes qu'on amenait un peu hors de la société. Faites juste l'expérience avec nos grands-mères. Elles sont solides quand vous les voyez. Je ne suis pas certain elles vous disent même, quand elle va faire une semaine ou deux à Douala, Yaoundé, elle dit, mais je fais quoi ici? Je rentre chez moi. Je m'ennuie. Mon corps... J'ai le sentiment que nos filles d'aujourd'hui qui se croient ne pas être fanées, j'ai bien envie de les voir à 70, 80 pour voir comment elles vont tenir. Alors, non, c'est tout, hein, Karine. Vous n'allez pas... Merci à tous ceux qui nous ont écrit, en tout cas. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h. Madame, Monsieur, nous vous convions à rester sur notre antenne. Que Dieu bénisse le Cameroun.